présence des Européens. Mais d'abord, qu'est-ce que la présence des Européens peut changer ? Ou peut-elle changer quelque chose déjà ? Il y a deux grilles de lecture. Il y a une première grille de lecture qui considérerait de dire que les pays européens, en apportant un soutien inconditionnel d'une certaine façon à l'Ukraine, vont pouvoir, on va dire, entre guillemets, un petit peu, en arrivant en force, infléchir d'une certaine façon dans les négociations la position de Donald Trump, notamment comme la semaine dernière, le mercredi avant le sommet Alaska, ils avaient demandé à Donald Trump de négocier un cessez-le-feu avant la négociation. Donc ça peut être une position qui peut être celle des Européens. La deuxième grille de lecture est beaucoup plus simple, c'est de dire qu'aujourd'hui l'Union européenne n'a absolument pas de carte, si on reprend l'expression favorite de Donald Trump, n'a pas de carte pour faire infléchir ni Donald Trump ni Vladimir Poutine. Ça s'illustre par énormément d'indicateurs. Je prends des indicateurs notamment militaires et des indicateurs économiques. Sur le plan militaire, on est incapable de pouvoir rivaliser, même ne serait-ce qu'avec la Russie, puisque quand vous comparez aujourd'hui par exemple le nombre de chars russes, la Russie a autant, voire plus de chars que tous les pays de l'Union européenne et du Royaume-Uni inclus. Ça, c'est un premier point. La Russie a plus d'avions que tous les pays européens, Royaume-Uni inclus. Donc, comment on peut aujourd'hui faire un rapport de force sans les États-Unis face à Vladimir Poutine ? On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour Vladimir Poutine. Et puis, le deuxième point, c'est qu'on veut faire des sanctions économiques contre la Russie. Mais pour autant, le poids de l'Union européenne dans le PIB mondial a tellement reculé. On est passé de 25% du PIB mondial aujourd'hui, qui était européen, en 2008, à un peu moins de 20% actuellement. Donc, quand vous voulez faire des sanctions économiques contre un pays, contre la Russie, alors que votre poids économique est en train de diminuer dans le monde et que la Russie peut commercer avec d'autres pays, les pays du Sud, et éventuellement même la perspective de négocier avec Donald Trump et donc d'avoir des accords économiques avec Donald Trump, vous vous mettez à la place de Vladimir Poutine. L'Europe, c'est pas trop un sujet. Et puis, pour Donald Trump, on a vu ce que ça a donné la guerre commerciale vis-à-vis des Européens. L'Europe s'est lamentablement couchée face à Donald Trump. Donc finalement, la deuxième grille de lecture, pour l'instant, elle me semble être la plus pertinente. Les Européens n'ont pas de carte, n'ont pas les marges de manœuvre pour pouvoir faire infléchir la position ni de Donald Trump, ni de Vladimir Poutine. Et on va regarder ensemble aussi. La France est en train de devenir un paradis de la délinquance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'ensemble des statistiques, et c'est pour cela que toutes les mesures qui sont on va dire ponctuelles dans des lieux qui sont d'extrême violence, etc., sont les bienvenues, mais ne peuvent être réussies et conclusives que si elles s'accompagnent de mesures qui sont beaucoup plus structurelles. Quand vous avez une augmentation de la délinquance de plus 400%, c'est le nombre notamment d'agressions, coups et blessures depuis les années 90, et qu'en même temps, vous avez une augmentation des peines de prison qui augmente de 30%, donc c'est-à-dire plus de 10 fois moins que le nombre d'actes de violence, vous avez une problématique structurelle. Et c'est ça aujourd'hui le véritable sujet, c'est comment on adapte notre politique pénale à l'évolution de la sécurité, tant en termes d'ultra-violence, c'est-à-dire des actes qui sont de plus en plus violents, que en termes de barbarisation, c'est-à-dire des actes qui échappent de plus en plus au sens commun que n'importe qui aurait, qui paraît assez logique, quoi. Pour les quelques secondes, parce qu'il faudrait être en nombre, ce qui est compliqué, et puis malheureusement, on voit aussi que ce sont des fêtes où il y a beaucoup de stupéfiants qui circulent et que les forces de l'ordre, parfois, n'osent pas intervenir parce qu'elles ne connaissent pas en fait l'état des personnes qu'elles ont face à elles, et on ne va pas envoyer 2000 gendarmes pour déloger 1000 fêtards. C'est pour ça que l'un des éléments qui est important sur cette histoire, c'est la plainte. Quel va être l'avenir de cette plainte ? Et je pense que pour de nombreux Français, de plus en plus, ils ont la sensation que d'une certaine façon, on s'occupe davantage de la sécurité. Là, on parle par exemple de comment on pourrait imaginer, laisser penser qu'on s'occupe de la sécurité de gens qui sont dans l'illégalité, qui font la fête, qui sont effectivement des drogués ou des camés, si on le dit même de manière assez réelle, réaliste. Comment on peut s'occuper de leur sécurité et avant la protection et avant la réflexion autour de la protection des riverains. C'est ça aujourd'hui qui est insupportable pour les Français. C'est qu'on pense davantage à ces gens-là et à leur sécurité plutôt qu'à l'anticipation et l'appréhension pour les riverains. Ensuite, après, effectivement, il y a un sujet que vous posez sur les forces de l'ordre, mais les forces de l'ordre sont un peu, j'ai envie de dire, en quelque sorte, les pompiers de tous les problèmes de la société. Notamment depuis 2015 et François Hollande, on utilise les forces de l'ordre contre le terrorisme, on utilise les forces de l'ordre contre le narcotrafic qui explose dans notre société, on utilise les forces de l'ordre contre l'augmentation de la délinquance ultra-violence, on vient d'en parler, notamment dans les territoires perdus de
de la République. On utilise les forces de l'ordre pour sécuriser des grandes organisations sportives parce qu'on est aujourd'hui en difficulté pour le faire. On utilise les forces de l'ordre pour les Jeux Olympiques. On utilise les forces de l'ordre pour ci, pour ça. À un moment et en plus, sans leur rétribuer toutes leurs heures, sans bien les payer, etc. Je pense que c'est un sujet qui est quand même assez dommageable. Il faudrait que dès lors que vous avez une rave party, effectivement, on va pas surveiller les gens sur les réseaux sociaux, etc. On constate une rave party. Il faut effectivement prendre le matériel, le détruire comme les rodéos durs. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Martin. Et puis ensuite, après, sanctionner pénalement à partir du moment où les riverains déposent une plainte, faire en sorte que cette plainte-là aille jusqu'au bout et qu'elle s'accompagne d'une condamnation, notamment pénale. C'est ça aujourd'hui, je pense, le sujet qui a pour pouvoir permettre, tout simplement pour faire en sorte que pour les gens qui organisent des rave parties, ça leur coûte beaucoup plus cher de les organiser que ça peut, entre guillemets, leur rapporter d'un point de vue festif. En plus, là, c'est du flagrant délit. Hein. Je veux dire, absolument pas sa place sur le territoire. Oui, en effet, c'est alimenté par de nombreux discours politiques. Quand vous comparez les civilisations, vous prenez par exemple l'ouvrage de Samuel Huntington qui définit 6-7 grandes civilisations, ère de civilisation. La civilisation occidentale judéo-chrétienne, la civilisation arabo-musulmane, la civilisation russe orthodoxe, la civilisation chinoise, indienne, etc. Il n'y a que dans une civilisation que l'on pratique la haine de soi, c'est l'Occident. Et c'est principalement, même d'ailleurs, surtout en Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, vous avez des gens, notamment plutôt à gauche, qui, par les thèses de la déconstruction, expliquent tous les jours que il fait pas bon d'être catholique, que être chrétien, plus généralement, c'est un privilège d'une certaine façon, que être blanc, c'est aussi un privilège, et donc que vous êtes un oppresseur, en faisant ce type de raccourci. Et il n'y a qu'en Occident que l'on retrouve cela. Donc effectivement, on ne peut pas après aujourd'hui s'étonner de l'augmentation importante du nombre d'actes antichrétiens. Il faut quand même rappeler que sur l'année dernière, on était quasiment à 1000 actes antichrétiens. Et là, la tendance effectivement, on est va dans le même sens. Exactement. Et moi, je me dis toujours, quand je vois ça, c'est attristant parce que est-ce que vous imaginez dans un pays arabo-musulman autant de mosquées qui seraient attaquées? Est-ce que vous imaginez dans un pays africain des lieux de culte être à ce point attaqués? Est-ce que vous imaginez en Chine, dans la Chine de Xi Jinping, des lieux de culte également être attaqués, ou au Japon, ou même parfois aux États-Unis? Je ne sais pas s'il n'y a qu'en Europe qu'on voit ça, mais en tout cas, le logiciel intellectuel qui considère par la déconstruction que la civilisation judéo-chrétienne est bonne à mettre à la poubelle est en partie responsable d'un climat de montée d'actes antichrétiens et d'actes antisémites. Et puis Vendry de Guerpel, effectivement, le travail à faire est plutôt en amont et dans l'éducation, parce qu'on ne va pas mettre des forces de l'ordre et des bataillons de CRS devant chaque église ou chaque lieu de culte, quel qu'il soit. Donc évidemment, si on veut changer la donne, il faut repasser un petit peu sur l'éducation. Bien sûr. Et